Bienvenue sur Télé Djibouti dans cette toute dernière édition de votre journal de la rédaction. Au sommaire de l'actualité, le village de Ali Adé a abrité hier matin une journée sportive dédiée aux enfants à réfugiés. Et cette attaque au Burkina Faso, environ 30 personnes ont trouvé la mort et parmi les forces de l'ordre burkinabé. Et plusieurs villages en Syrie ont entrepris dans cette offensive terrestre menée après 12 jours de bombardements aériens meurtriers et l'armée syrienne donc qui regagne de la place. Également, donc, nous entamons cette édition avec ce message de condoléances du président de la République qui salue la mémoire de feu Jamaluddin Ismaël Omar Guelleh, a rendu ce samedi un vibrant hommage à la mémoire de feu Jamaluddin, patriarche donc djiboutien et notable à la tête d'une importante famille comptant de nombreux enfants dont certains sont des hauts cadres de l'administration djiboutienne. Dans son hommage posthume, le président Guelleh a décrit le défunt patriarche djiboutien de patriote, juste, honnête et généreux. Sa modestie à l'antipode de sa réussite sociale et familiale éclairait son caractère fondamentalement amical, sympathique et humain, a fait observer le chef de l'État. Il restera longtemps aussi dans la mémoire collective des Djiboutiens pour sa propension à toujours œuvrer en faveur de l'intérêt général et du renforcement de la fraternité sous nos cieux, a-t-il poursuivi, avant de se remémorer combien il acceptait souvent de parrainer sans en récolter le moindre intérêt personnel des processus de conciliation et de rapprochement entre compatriotes issus de toutes les composantes de notre nation. Personnalité très connue, feu Jamaluddin fait partie d'une génération préalable de Djiboutiens qui ont réussi dans le milieu du commerce et des affaires. Il rendit donc son dernier souffle hier en début de soirée en Turquie. Le défunt, qui était né en 1938, laisse derrière lui une veuve, 6 enfants et 8 petits-enfants. Il sera inhumé lundi matin au cimetière de PK12. Nous implorons le miséricordieux pour qu'il l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dans l'actualité ce soir, l'Office national d'assistance aux réfugiés sinistrés, l'ONARS, a organisé hier une cérémonie de remise de certificats de reconnaissance au personnel de l'Office dans le cadre de son 40e anniversaire. Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, M. Siraj Omar Abdelgader, le secrétaire exécutif de l'ONARS, M. Hussein Hassan Daraj, ainsi que tout le personnel de l'ONARS étaient présents à cette cérémonie. Cette cérémonie a été marquée par les témoignages des personnels les plus anciens qui ont servi l'ONARS de 1978 jusqu'au jour d'aujourd'hui, et ils ont retracé le riche parcours de l'office qui, durant ces 40 années, était le bras humanitaire du gouvernement dans la protection et l'assistance des personnes, fuyant les guerres dans leur pays. L'ONARS a su gérer avec assiduité et abnégation l'afflux humain de toute génération fuyant les guerres dans les pays limitrophes, à savoir l'Éthiopie avec la guerre de l'Ogaden de 1978 qui fut une des raisons de la création de l'ONARS, suivie de la guerre en Somalie de 1992, ainsi que la récente guerre au Yémen en 2015 qui a fait un afflux massif des réfugiés. Et des certificats de reconnaissance ont été décernés aux hommes et femmes braves de cette institution qui ont travaillé d'arrache-pied jour et nuit pour protéger et assister les personnels de tout âge qui fuient une situation de guerre. Et le secrétaire exécutif de l'ONARS, M. Hussein Hassan Daraj, qui s'est dit fier dans son intervention de protéger les réfugiés sur notre sol, que Dieu bénit et protège notre pays, a-t-il dit. Également dans l'actualité, le village de Ali Adé a abrité hier matin une journée sportive dédiée aux enfants réfugiés. L'événement a vu la participation des représentants des ONG humanitaires aux réfugiés, l'ONARS, l'ONG LWF, le HCR et l'adjoint du sous-préfet de la localité de Ali Adé. Le responsable de l'ONG LWF
une ONG donc phare dans l'action en faveur des réfugiés, en l'occurrence la Lutheran World Federation, a donné le coup d'envoi de la course. Les coureurs et coureuses se sont mesurés sous les regards des supporters familiers. Les jeunes compétiteurs n'ont pas ménagé leurs efforts dans le respect de l'esprit sportif. Les plus talentueux des deux catégories ont démontré un fort potentiel et la cérémonie s'est clôturée par de remises de trophées aux vainqueurs de la course des mains des responsables des ONG présents à cette cérémonie. Et le magazine de la rédaction vous emmène au centre d'estivage d'Arta. Regardez, c'est un commentaire de Choukri Ali. Le centre d'estivage d'Arta est situé sur son ancien site touristique fréquenté auparavant par l'armée française stationnée à Djibouti. Ce centre d'estivage est revenu à l'État djiboutien et géré à 100% par l'administration du centre d'estivage eux-mêmes sous l'autorité du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Ce centre d'estivage d'Arta complète et renforce les infrastructures hôtelières de la région d'Arta avec à la clé chambre d'hôtel à grand standing, de la piscine mais aussi des restaurants. Avec une exotique de variété, sans oublier bien sûr une splendide terrain de golf. Ce centre d'estivage est surtout un lieu de formation en matière d'hôtellerie pour les jeunes étudiants d'Arta qui auparavant étaient obligés de se rendre dans la capitale pour le volet pratique dans le domaine de la restauration et dans l'hôtellerie. Ce centre d'estivage d'Arta deviendra peu à peu une destination touristique de prédilection pour les touristes et les visiteurs djiboutiens, entre autres. Toutes ces infrastructures touristiques et d'hôtellerie d'Arta et surtout ces sites merveilleusement situés, ces plages au fond marin richement garnis en espèces rares permettront à la région d'Arta de se développer davantage. Et de là, nous passons à présent à ce qui domine donc l'actualité hors de nos frontières avec Fardous Hussein. Bonsoir Fardous. Bonsoir Asma. On va parler donc de cette attaque au Burkina Faso qui a fait 30 morts et parmi les forces de l'ordre burkinabé. Tout à fait, donc le centre de la capitale du Burkina Faso a été la cible d'une attaque. Des hommes armés ont ouvert le feu sur l'état-major des armées mais aussi en direction de l'ambassade de France. 28 personnes ont été tuées et 84 blessés. Les assaillants tentent de pénétrer dans l'ambassade de France. Une voiture en feu dans la cour. Très vite, les soldats burkinabés se déploient. Un hélicoptère français qui stationnait dans un aéroport voisin vient aussi à leur rescousse. L'appareil de pose des forces spéciales que l'on voit ici épauler l'armée burkinabé. Donc le commando est finalement repoussé. Au même moment, une détonation souffle et voici donc 28 personnes ont perdu la vie. Et donc le Premier ministre burkinabé Paul Kaba qui décrit donc ce samedi des scènes apocalyptiques Fardous au lendemain de la double attaque menée contre l'état-major des forces armées du Burkina Faso et donc l'ambassade de France à Ouagadougou qui en fait 8 morts parmi les militaires. Et l'armée syrienne Fardous qui gagne du terrain dans la Ghouta orientale. Donc plusieurs villages ont été repris dans cette offensive terrestre menée donc après 2 jours de bombardements aériens meurtriers. Les forces gouvernementales syriennes gagnent du terrain sur les rebelles. Dans cette Ghouta, plusieurs villages ont été repris dans cette même offensive terrestre. Des bombardements aériens meurtriers. Donc dans cette campagne aérienne puis terrestre, le régime soutenu par l'Iran et la Russie utilise la même technique que pour la chute d'Alep. La trêve de 5 heures par jour proposée par Moscou n'est pas toujours donc respectée. Plus de 40 camions humanitaires n'ont toujours pas pu pénétrer dans cette enclave rebelle dans la Ghouta orientale. Après l'échec de cessez-le-feu, l'UNICEF estime avoir assez d'aide pour 180 000 habitants sur les 400 000 piégés dans la Ghouta. Et aux États-Unis, la guerre commerciale se profile. Les principaux partenaires commerciaux des États-Unis ont annoncé la préparation de représailles. Tout à fait, donc l'annonce du président américain ce jeudi d'argumenter donc sur les taxes sur l'importation d'aluminium et d'acier, à commencer par l'Union européenne et par le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, n'a pas caché son opinion à l'égard des mesures américaines. Avec ces nouveaux tarifs douaniers, Donald Trump froisse surtout l'un de ses plus proches alliés, le Canada, premier exportateur d'acier vers les États-Unis.
États-Unis. La Chine, autre cible de cette nouvelle réglementation, annonçait à son tour qu'elle préparait des représailles, laissant planer l'issue d'une guerre commerciale à ce moment. Et en Espagne, Fardus, Carles Puigdemont maintient la pression sur Madrid. Le président régional destitué, on le rappelle, par Madrid et qui a renoncé jeudi à briguer la présidence de la Catalogne, a proposé Jordi Sánchez pour le remplacer. Tout à fait, donc malgré son renoncement qu'il espère donc provisoire, Carles Puigdemont continue de maintenir la pression sur Madrid. Son avocat a confirmé avoir saisi le comité des droits de l'homme de l'ONU pour faire reconnaître la violation de ses droits par le gouvernement espagnol. Son avocat a également menacé de saisir chaque mois une nouvelle juridiction internationale si Madrid refusait d'engager de véritables négociations. Et c'est sur ce point que se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Télé Djibouti.